Donc, je suis Flavien Solaire de la CCI Occitanie. Voilà, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour ce webinaire qui est consacré à la thématique du rebond grâce à l'industrie du futur. Donc, ce webinaire est organisé par les chambres de commerce et d'industrie d'Occitanie, en partenariat avec la région Occitanie, dans le cadre du programme régional Industrie du futur, qui est cofinancé par l'État et la région Occitanie. Donc, il fait partie d'un programme de sensibilisation et d'information à l'industrie du futur qui est proposé par l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie d'Occitanie aux entreprises et qui se déroule tout au long de l'année et qui comprend notamment des réunions en entreprise, des ateliers en présentiel ou en format webinaire, comme aujourd'hui. Le référencement et l'animation aussi des offres de solutions industrie du futur, donc sur toute la région Occitanie. Et puis l'organisation également de vitrines industrie du futur sur des salons professionnels, industriels, comme le CIAN à Toulouse au mois d'octobre. Donc ce webinaire est le deuxième webinaire d'une série de 7 qui sont proposés donc, sur la thématique du rebond. Et ces webinaires se déroulent donc dans le courant du mois de juin et du mois de juillet de cette année. Donc à peu près un webinaire par semaine. Donc aujourd'hui, ce webinaire du jeudi 18 juin concerne donc la transformation digitale, ROI pour retour sur investissement ou risque of ignoring. Et vous allez pouvoir avoir les interventions de Stéphane Blanchard, donc, qui remplace Christophe Ventanax de la région, qui était prévu initialement sur cette thématique-là, mais qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui. Donc Stéphane est chargé de mission aérospatiale et coordinateur industrie du futur à l'Agence régionale de développement ad hoc. Il nous présentera le parcours régional industrie du futur et ses enjeux. Ensuite, nous aurons l'intervention de Patrick Sage, qui est le directeur associé de SILAD. Alors SILAD, c'est un des prestataires qui est référencé par la région Occitanie dans le cadre de ce parcours industrie du futur. Donc Patrick Sage nous présentera sa structure, sa manière d'aborder l'industrie du futur et voilà, l'intérêt de la transformation digitale aussi pour rebondir rapidement tout en renforçant sa résilience. Ensuite, nous aurons le témoignage et le retour d'expérience de l'entreprise Terreal, donc avec 2 personnes qui interviendront. Martin Piotte, qui est le directeur R&D de Terreal Castelnaudary, et Alexis Denervaux, qui est Chief Digital Officer du groupe Terreal. Donc, ils vont témoigner et ils nous apporteront leur témoignage sur la transformation digitale en cours des opérations de production et de R&D dans l'entreprise Terreal. Voilà, donc avant de passer la parole à Stéphane, quelques petites précisions pratiques, informations pratiques. Donc, le contenu des présentations de ce webinaire d'aujourd'hui vous seront adressés après le webinaire par mail. Donc, vous aurez également les coordonnées des intervenants. Nous enregistrons ce webinaire. Il sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI Occitanie. Et vous allez avoir la possibilité tout au long du webinaire, donc comme dans tous les webinaires, de poser des questions via l'onglet Converser qui se trouve dans le menu en bas de votre écran. Voilà. Donc, au niveau du timing, les interventions vont se dérouler jusqu'à à peu près 11h45, 11h50, et les questions-réponses se dérouleront de 11h50 à midi 10. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions ou des questions plus personnelles, vous aurez la possibilité de contacter les intervenants donc après le webinaire. Voilà, donc Stéphane, je te passe la parole pour ton intervention. Merci Flavien. Stéphane Blanchard, je travaille à l'Agence de développement économique de la région et donc je suis en charge de la coordination de ce programme régional sur l'industrie du futur. Donc on voulait commencer ce webinaire pour situer un petit peu l'objectif et l'ambition que la région et l'État se fixent pour accompagner donc, sur les 3 ans à venir la transformation des entreprises pour une meilleure compétitivité et performance. C'est donc un accompagnement qui s'intègre dans le plan national des 10 000 accompagnements vers la transformation industrielle du futur, défini dans l'ensemble des régions, et qui a pour objectif en fait d'engager une transformation durable et pérenne des entreprises vers l'industrie du futur. Alors, quand on parle d'industrie du futur, on le verra là, tout au long de la présentation et d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément axé seulement technologie et digital. On est vraiment sur l'ensemble des facteurs qui permettent vraiment l'amélioration des gains de performance dans l'entreprise. Donc, ça va de l'organisationnel à l'environnement, à l'accompagnement humain.
Les entreprises que l'on vise à travers ce programme-là sont des entreprises industrielles, donc qui ont des activités de transformation, de fabrication, avec réellement des ateliers, hein, une usine, mais on souhaite adresser l'ensemble des processus de l'entreprise, y compris sur les fonctions de support. Et on adresse les entreprises des TPE jusqu'aux ETI, ce qui est assez rare dans les types d'accompagnement proposés par les puissances publiques en général. Donc, on va jusqu'à 5000 salariés des entreprises que l'on accompagne. Donc, de tout secteur industriel, de l'agroalimentaire à l'aéronautique, et quel que soit le niveau de maturité de l'entreprise sur sa transformation industrie du futur. C'est-à-dire que même si on n'est pas encore avancé, ce parcours-là, enfin, vous est adressé également. Il sera cofinancé par l'État et la région et vous bénéficierez donc d'une subvention pour pouvoir faire appel justement à un accompagnement spécialisé par des prestataires industrie du futur. Donc pourquoi on appelle ça parcours? Comme l'a indiqué Flavien en introduction, on commence par des webinaires de ce type-là et tout type d'événements sur des ateliers plus spécifiques ou de la sensibilisation générale sur l'industrie du futur, jusqu'à la transformation in fine, et en passant par un parcours en 2 phases d'accompagnement conseil. Donc une première phase qui est d'une durée de 5 jours et qui consiste en un diagnostic 360. Le diagnostic 360, c'est vraiment pour étudier l'ensemble des facteurs de l'entreprise et pas forcément se focaliser seulement sur l'atelier de production. Il sera financé, lui, à hauteur à 100%, donc pour une prestation de 1200 € au jour. Et donc, si vous décidez de prolonger sur une phase 2, vous pourrez être accompagné jusqu'à 25 jours supplémentaires, là financés à hauteur de 50%. Ces 2 phases-là, en fait, sont là pour vous convaincre et vous donner la visibilité sur les actions à mener à court et moyen terme pour vous donner vraiment des retours sur investissement ou investissement également en temps pour vous faire gagner des gains de compétitivité et un meilleur positionnement dans votre chaîne de valeur. Et à la fin de cette phase 2, le but est d'arriver à un business plan vraiment chiffré de façon assez précise pour vous donner en gros une vision sur le risque que vous prenez aujourd'hui à ne pas vous transformer et à perdre peut-être en termes de compétitivité vis-à-vis de votre concurrence. Et à côté de ça, il y aura forcément les outils d'aide financiers de la région, classiques, que l'on pourra mobiliser pour de l'investissement matériel, de l'investissement immatériel, pour des projets d'innovation à travers les dispositifs Pass Occitanie ou Contrat, que certains d'entre vous connaissent certainement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une approche globale et systémique que l'on souhaite aborder à travers cet accompagnement. Et donc, on a listé un ensemble de 7 facteurs déterminants dans le processus de transformation par l'industrie du futur. Et au-delà de ces 7 facteurs que l'on s'est étudiés, c'est les interrelations entre eux. En gros, c'est de dire, si demain, vous intervenez vous intégrez une nouvelle machine dans votre ligne de production, si demain, vous investissez dans un nouvel ERP, ça va avoir des conséquences sur l'ensemble de l'entreprise, que ce soit en termes de formation, d'accompagnement au changement, nouveaux métiers, d'organisation. Ça aura forcément des répercussions. Intégrer une machine automatisée, derrière, ça peut avoir aussi une question de le connecter, avoir une vision temps réel des capacités de production et des moyens à venir. Donc, le premier des facteurs, bien sûr, ce sera quand un des prestataires viendra en entreprise, valider avec le chef d'entreprise sa vision et sa stratégie, son ambition. Et ensuite, on ira sur l'ensemble des facteurs de technologie numérique ou industrielle, la performance de l'outil de production, la performance organisationnelle, l'accompagnement humain, mais également l'environnement, quelque chose que l'on souhaite vraiment accentuer à travers ce parcours et essayer de faire prendre conscience des gains en termes de coûts et peut-être de positionnement et de différenciation que cela peut apporter. Également, bien sûr, la performance économique et des nouveaux modèles, notamment la servicisation. Mais en fait, c'est comment on arrive à se différencier et à intéresser ses clients à travers justement une offre de services
intégré qui va au-delà de la simple approche coût que souvent les acheteurs peuvent avoir au travers des consultations qui sont faites. Pour faire ces accompagnements-là, on a souhaité avoir un cahier des charges précis et uniformisé. Donc, on a référencé 7 prestataires industrie du futur, que l'on appelle architectes projet. Architectes parce qu'ils ont une approche, justement, cette approche systémique de l'ensemble des facteurs de production qui sont en capacité d'aborder. Et ces architectes-là sont spécialistes de l'industrie du futur, mais pas spécialistes d'une technologie ou d'un facteur en particulier. Ils mobiliseront, le cas échéant, en fonction des besoins des entreprises, des expertises externes dans le cadre des 25 jours d'accompagnement. Ces prestataires-là, dont on fait partie SILAD Consulting aujourd'hui, et on souhaite justement, à travers l'exemple de ce jour, illustrer le type d'accompagnement que peuvent faire ces prestataires-là. 6 autres ont été référencés. Donc, il s'agit d'Agila, de l'AFNOR, Altran, Inextenso Innovation de Croissance, un consortium Opéo Socodit et TopTech. Le but d'avoir référencé ces architectes projets qui ne sont pas des offreurs de solutions, c'est que ce soit pour vous un tiers de confiance. C'est-à-dire qu'eux ils ne vont pas prescrire une technologie, une solution plutôt qu'une autre, mais plutôt vous aider à faire le choix sur la solution la mieux adaptée à votre besoin et définir avec vous le besoin. Et ça pourra aller jusqu'à la consultation justement des fournisseurs ou prestataires à qui vous pourriez faire appel et justement financés par d'autres types de dispositifs de la région. On a aujourd'hui aussi souhaité faire ces webinaires autour de sujets en lien avec la crise économique actuelle. C'est-à-dire qu'on a eu une économie à l'arrêt ou pratiquement pour certains secteurs d'activité durant ces dernières semaines. Et aujourd'hui, c'est l'heure du rebond et de la reprise d'activité avec beaucoup, on va dire, de risques que l'on a vu apparaître et peut-être de manque dans les organisations actuelles des entreprises. Et donc, à travers ce parcours-là, c'est aussi vous dire qu'on est en capacité, et enfin les prestataires sont en capacité de vous accompagner pour adresser des sujets tels que la bascule digitale. On a vu que c'était un point dur qui a mis à l'arrêt le fait d'être en télétravail pour beaucoup d'entreprises, les productions, un besoin de flexibilité de l'outil de production, de nouveaux modes d'organisation plus agiles, du pilotage à distance, mais aussi peut-être des effets liés au rebond, de nouvelles opportunités qui pourraient se présenter à vous avec des repositionnements stratégiques des entreprises sur des nouveaux relais de croissance, nouveaux peut-être secteurs d'activité, de la différenciation, et surtout aussi sécuriser la chaîne de valeur de la gestion même de la commande et l'adaptation à ce besoin-là avec un manque de visibilité clairement établi et donc dans un environnement incertain, et aussi sécuriser sa chaîne de valeur, sa supply chain, donc ses fournisseurs qui peuvent mettre à mal finalement cette organisation-là. Donc, c'est ce qu'on verra sur une partie, notamment sur la partie numérique tout à l'heure avec la société Terreal et accompagnée par SILAD. Et donc, pour finir sur ma présentation, c'est sur une question pratico-pratique. C'est-à-dire que si vous souhaitez intégrer ce programme régional, vous aurez toutes les informations nécessaires sur le hub entreprendre de la région Occitanie. Donc, vous aurez le lien à travers cette présentation-là. Sur ce lien, vous pourrez créer un compte pour votre entreprise, choisir un référent donc, qui fait partie du réseau des développeurs, hein, typiquement l'agence ADOC ou le réseau des CCI, qui peut vous accompagner vous apporter des renseignements supplémentaires et vous accompagner dans le dépôt de dossier et vous aider aussi à choisir parmi les 7 prestataires. Vous aurez aussi sur ce hub-là une présentation plus spécifique de chacun des prestataires et le lien pour faire la demande de dépôt en ligne. Et on est bien sûr, et moi-même, à votre disposition pour tout complément d'information. Vous aurez mes coordonnées sur la présentation. Donc voilà, j'en ai fini pour ma partie. J'ai du coup passé la parole à Patrick Sage de SILAD Consulting.
Je vais prendre quelques minutes pour présenter la société SILAD, qui est un cabinet de conseil et architecte sur ce programme Industrie du futur. Et puis ensuite, je passerai la parole à Martin Piotte et Alexis Nervo de Terreal pour un témoignage industriel et opérationnel. Martin Piotte est avec nous dans nos locaux ce matin, donc on échangera les chaises tout à l'heure. Merci à la Chambre de commerce et à DOC de nous donner cette opportunité de présenter nos activités, de participer à l'animation de ce webinaire. Très rapidement, SILAD, on est un acteur régional, un acteur indépendant. On est basé, on a des bureaux à Paris, à Toulouse, en France, et puis à l'international, à Hambourg, en Australie, et au Canada, et un peu en Suisse. Le choix qu'on a fait, et ça correspond à peut-être notre passion de départ, c'est on a fait le choix de rester très focalisé sur l'industrie. Alors ça tombe bien, et en particulier en Occitanie, parce qu'il y a beaucoup d'industries. Dans les secteurs qu'on sert, on va retrouver tous les grands secteurs économiques français, mais en particulier en Occitanie. On va retrouver bien entendu de l'aéronautique défense, de la pharmacie, des produits de santé, de l'énergie, des services, de l'électronique, de l'agroalimentaire, qui est un secteur particulièrement critique pour la région, construction, infrastructure, matériaux et produits chimiques, automobiles et transports. Donc, on a un spectre relativement large dans le domaine industriel. Et Terreal figure en bonne place dans la partie matériaux, construction et infrastructure. N'hésitez pas à nous recontacter pour avoir plus de détails et de discussions. Je voudrais très rapidement décrire l'expertise qu'on peut apporter à nos clients. Elle s'organise, cette expertise, autour de 6 offres de services globales et puis un certain nombre de savoir-faire. Dans les 6 offres de services, on va retrouver stratégie de développement, et ce qui correspond à un des axes que Stéphane a montré. La gestion de projet de portefeuille pour des développements de nouveaux produits, mais aussi sur de la production industrielle, des développements de nouveaux produits, de la transformation, ce qu'on appelle transformation business, et de la transformation digitale, on en parlera, de l'optimisation des coûts. Ce n'est pas toujours la discipline la plus agréable à faire, mais elle est souvent nécessaire, surtout en ce moment. Et puis, tout ce qui tourne autour de la supply chain et des achats. Donc, vraiment des problématiques concrètement qu'on retrouve en général chez tous les acteurs industriels. Pour apporter ces services, on se repose sur un certain nombre de principes, de disciplines de base qu'on retrouve tout le temps. L'agilité, une problématique que tout le monde retrouve aujourd'hui, comment on est plus agile, plus réactif, et la crise sanitaire et économique actuelle illustre chaque jour ce besoin d'agilité. Deuxièmement, une discipline tout ce autour de la donnée, ce qu'on appelle smart data, les analyses, et ça c'est pas nouveau, mais par contre l'ampleur est nouvelle. Nous-mêmes, SILAD, on a mis en place notre propre équipe. On a 6 data analystes et data scientists qui nous permet chez nos clients vraiment d'intervenir sur de l'analyse de données et exploiter au mieux les données qui sont disponibles. On a un savoir-faire autour de tout ce qui est efficacité et gestion de la performance, l'organisation de la gouvernance, l'optimisation des processus. Voilà, tous ces savoir-faire sont au service de nos offres de services et correspondent normalement, en général, de notre expérience à des problématiques chez nos clients industriels. Alors, on va parler aujourd'hui d'industrie du futur. Et je dirais en un mot, en fait, l'industrie du futur, elle n'est pas tant que ça dans le futur. L'industrie du futur, elle se prépare dès maintenant, à très court terme, dès aujourd'hui. Et dans les semaines qui ont passé, on a contribué à repositionner aussi le parcours qu'on propose par rapport aux priorités à très court terme de nos clients et des industriels. Je ne vais pas commenter la partie en cours, qui est un peu la gestion de la crise aiguë que nous avons tous, que vous avez tous vécu, et qui est malheureusement pas forcément terminée. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui pour tous les acteurs économiques, à court et moyen terme, de préparer le redémarrage, plus ou moins rapide, plus ou moins long, et puis de ce qu'on appelle à plus long terme, de mettre en place le nouveau normal. Malheureusement, le nouveau normal sera probablement différent de l'ancien normal. Et donc, il y a beaucoup de choses à
à envisager, à réfléchir, à instruire en termes de stratégie, d'empreinte industrielle, en termes de digitalisation, d'organisation, de performance et de résilience, hein, qui sont des notions aujourd'hui qui sont d'actualité, qu'on aura l'occasion d'illustrer aujourd'hui. Alors, pour revenir au programme que Stéphane Blanchard a présenté tout à l'heure, on retrouve bien la phase 1 et la phase 2 qui ont été mentionnées. Nous, on trouve particulièrement intéressant, ce n'est pas le cas dans toutes les régions, mais d'avoir une première phase qui est bien entendu mesurée, mais qui est financée intégralement Pour les industriels, c'est vraiment une manière de rentrer sans se poser des questions existentielles, en particulier dans la période actuelle, en particulier pour des entreprises, des TPE ou des PME ou des ETI. Et donc, nous, on encourage fortement tous nos contacts à au moins initier cette phase. C'est vraiment une manière intelligente de rentrer dans le dispositif. Puis, bien entendu, il y a une phase 2 parce que je ne vais pas cacher à personne qu'en 5 jours, on ne va pas résoudre tous les problèmes. Donc, la phase 2 est là pour envisager des choses concrètes qui peuvent être faites. Et ce qu'on dit en général à nos clients, c'est que en 30 jours de conseils extérieurs, tiers de confiance, comme le disait Stéphane tout à l'heure, d'une manière générale, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire, en plus étalées sur plusieurs mois. Donc, nous, on salue la bonne facture de ce dispositif. On est convaincu que ça sera très intéressant pour tout le monde, pour les acteurs économiques, pour la région, pour l'industrie du futur. Alors, si on se focalise sur la première phase, le diagnostic qui peut être fait à spectre à 360 degrés, il a un spectre assez large. Et là aussi, l'intelligence de ne pas être complètement focalisé sur le numérique, la technologie, la transformation digitale, même si, bien entendu, l'industrie du futur sera forcément plus digitale. Mais ce n'est pas la même chose. Effectivement, on ne peut pas faire l'impasse sur revoir la stratégie, la vision du dirigeant, bien entendu, les nouvelles technologies, en particulier numérique, la performance industrielle, l'organisation, l'environnement, l'empreinte environnementale et énergétique, bien entendu l'humain et la conduite du changement et la performance économique. En fait, nous, ce qu'on propose, hein, c'est cette phase de l'affaire, on parle d'approche en T, en forme de la lettre T, c'est-à-dire une vue très large horizontale, mais pas forcément très profonde. Et ce qu'on propose aux industriels, c'est sur certains sujets qu'ils estiment particulièrement pertinents pour eux, de rentrer beaucoup plus dans le détail sur, bien entendu, pas forcément l'ensemble, hein, mais sur quelques problématiques qui les intéressent en particulier. Ces carottages, ils peuvent être sur différentes problématiques, sur une ou deux dimensions. Ça peut être identifier des cas d'usage digitaux, ça peut être revoir un processus commercial, ça peut être revoir en détail une cascade de pilotage à l'intérieur de l'entreprise. On est convaincu qu'il faut à la fois quelque chose d'assez large et transverse, mais en même temps rentrer un peu plus dans le détail sur certains aspects. Voilà, donc, dans les discussions qu'on a avec les différents industriels, cette phase de quelles sont les problématiques qui sont vraiment pertinentes pour vous et que vous souhaiteriez creuser ensemble pendant la phase de diagnostic est une phase, bien entendu, très importante. Voilà, on a une équipe basée à Toulouse qui s'occupe de ce programme. Donc, Silad est là pour vous accompagner et n'hésitez pas à nous contacter pour en discuter. Ce que je mentionnais aussi, c'est qu'on n'a pas vocation à être les seuls interlocuteurs. Si on détenait toutes les solutions et toutes les clés de l'industrie du futur, je vais dire, ça se saurait. L'idée, c'est qu'on est capable de s'appuyer sur un réseau de partenaires, d'experts, de fournisseurs de solutions, quand bien même, Stéphane Blanchard l'a bien précisé, nous, on n'est pas revendeur de solutions, on n'est pas offreur de solutions. On a vraiment vocation à être architecte. Et cette position de tiers de confiance, pour nous, elle est importante parce que c'est ce qui fait qu'on doit apporter la confiance aux industriels qu'on va leur apporter la meilleure solution qui sera la meilleure pour eux et pas forcément la meilleure pour nous. Voilà.
Donc, sur des aspects, je sais pas, de transformation digitale, je sais pas, de cybersécurité. On n'est pas forcément les experts de la cybersécurité, mais on est à même d'apporter, en particulier sur une phase 2, d'apporter le bon niveau d'expertise qui peut vous être utile. Stéphane l'a mentionné, il y a un parcours qui est bien établi. Hein, donc, il y a un hub entreprendre sur lequel une entreprise peut s'inscrire. Et puis, et nous, on est là aussi pour vous guider hein, dans le processus. Donc, je vais passer vite, mais il y a un processus qui commence par la prise de contact. Le mieux, c'est à la limite que vous nous contactiez et qu'on vous guide dans tout le processus. Et comme l'indiquait Stéphane Blanchard, il y a un site web sur lequel s'inscrire. Avant de passer la parole à Martin et Alexis sur le témoignage de Téréal, en fait, je voulais faire un peu un pas de recul et livrer quelques observations par rapport à tout ce qui est l'industrie du futur et la transformation que ça engendre. En fait, il n'y a pas de vérité absolue et ce dont on est convaincu, c'est que le nerf de la guerre, c'est vraiment de bien positionner les curseurs au bon endroit. Quand on parle de transformation et transformation d'industrie du futur, on pourrait très bien se dire on va garder une vision d'ensemble, c'est ça qui est important, la vision d'ensemble. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que à l'autre bout du spectre, cette transformation vers l'industrie du futur, c'est aussi l'opportunité d'aller identifier vraiment sur le terrain avec les opérationnels des cas d'usage. On voit bien qu'il faut trouver le bon équilibre entre quelque chose qui est transverse et une vue d'ensemble, et puis aller vraiment sur le terrain au plus près des opérationnels. Il y a un deuxième curseur qui nous paraît très important à positionner, c'est si je vais à droite, l'industrie du futur, forcément, elle sera digitale, elle sera forcément plus technologique avec des nouveautés. Mais nous, c'est vraiment notre point de vue, c'est qu'il ne faut pas oublier un retour aux fondamentaux, un retour aux basiques qui est tout aussi important. Donc là aussi, il faut trouver le bon équilibre entre des retours aux fondamentaux, des techniques vraiment de base, et ça peut être l'opportunité de recaler certains processus très basiques au sein de l'entreprise, et aussi d'aller explorer des solutions plus digitales. Et puis, le dernier point qui nous paraît à cœur, et qui était le titre de ce webinaire, hein, c'est qu'on parle en anglais de ROI, et ce qu'on trouve vraiment intéressant, c'est que ce ROI, là aussi, il peut être du retour sur investissement. Donc, j'investis dans une nouvelle machine, j'investis dans une nouvelle technologie. Ça me permet de créer de la valeur économique pour l'entreprise. Et là, c'est du retour sur investissement. Mais ce qu'on voit dans toutes les transformations vers l'industrie du futur, c'est que finalement, le risque, le ROI, il est plus ce qu'on appelle en anglais « risk of ignoring », c'est le risque de ne pas faire. C'est le risque de se retrouver durablement derrière la compétition, c'est le risque de rater une nouvelle génération de technologies. Et plus on se projette dans ce programme, plus on voit que finalement le vrai retour sur investissement, il est probablement, le vrai ROI, il est probablement vers ce risk of ignoring et pas sur le retour sur investissement. Voilà. On pourrait en parler des heures, comme vous vous en doutez. Donc, le mot de la fin pour moi, c'est vraiment de ne pas hésiter à nous contacter ou d'échanger à travers de ce webinaire ou en dehors. Voilà. Je vais passer à la fois la parole et la place. Je vais rester ici. Tu veux rester ici? Sinon, il va y avoir une confusion avec les noms qui est inscrit en bas. D'accord. Alors, je sais pas, tu as une caméra du coup? J'ai une caméra, je suis là et j'ai utilisé ton micro. D'accord. Super. Donc, Téréal, si tu veux me changer de slide. Donc, Téréal, d'abord, très rapidement, fabrique des produits en terre cuite pour le toit, pour le gros œuvre et pour la façade. Et on commercialise également des produits qui ne sont pas en terre cuite pour compléter les systèmes de couverture et en particulier une grosse activité sur les panneaux solaires en intégré dans la toiture ou en surimposé. On commercialise ces produits et ces systèmes via un réseau de distribution à destination des entreprises et des artisans. Donc, la localisation de Téréal, c'est principalement des usines en France.
mais aussi en Espagne, en Italie et aux États-Unis. Nous avons également des antennes commerciales, par exemple en Angleterre, en Asie, pour ne citer que ces deux pays. Et nos produits sont un mélange de produits qui voyagent très peu, assez locaux, comme les briques de gros œuvres de construction, et de produits qui voyagent assez bien, qui sont distribués partout dans le monde, comme les produits de façade. L'usine du futur pour Terreal, qu'est-ce que c'est? C'est un certain nombre de projets et d'initiatives, hein, qui couvrent soit l'ensemble de l'usine, soit des ateliers en particulier, et qui couvrent soit toutes les usines, ou soit une usine en particulier, ou un ensemble d'usines en particulier. Donc, il y a quand même, c'est quand même assez panaché, hein. Et on le voit bien, en fait, en disant ça, on retrouve le curseur dont Patrick parlait entre les cas d'usage et la vision d'ensemble. Et il est relativement facile d'avoir une vision d'ensemble qui soit déconnectée des cas d'usage, c'est-à-dire un ensemble de cas d'usage qui fait sens pour la personne qui fait le projet, et une vision qui a du mal à se raccrocher au cas d'usage. C'est des choses qui peuvent nous arriver. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on a comme initiative ou comme projet? Je vais balayer rapidement. On le voit, ça concerne l'ensemble des ateliers d'une usine, en partant de la matière première, où on peut utiliser des drones pour voir l'avancée d'évolution d'un front dans une carrière. Un gros besoin en système documentaire entre la prospection géologique de terrain qu'on n'a pas encore, le foncier, tous les documents juridiques et les cycles de vie de la carrière. Ça forme un certain nombre de documents complètement éclectiques qu'il faut réussir à réunir dans un document unique et avec un système documentaire performant. Ces choses-là sont aujourd'hui gérées par papier, un gros projet de gestion documentaire pour rassembler tout ça et pour gagner en efficacité et en traçabilité. On a des projets qui concernent l'ensemble de l'usine, hein, des pilotages des opérations à travers des MES, à travers de la planification, à travers la traçabilité, qui n'est pas si facile que ça chez nous parce que la traçabilité, c'est une matière première qui est exploitée un jour, mélangée un autre jour, et le produit qui sort à partir du début de la fabrication jusqu'à la mise en palette, il peut se passer 3 jours de calendaire. Donc, la traçabilité, c'est un vrai challenge. On a des projets qui concernent la qualité, l'automatisation des contrôles qualité à plusieurs endroits dans l'usine pour éviter de faire continuer le procédé à des produits qui sont déjà défectueux et qu'on est capable de détecter en amont. Ça concerne le pilotage, le monitoring de nos organes de séchage et de cuisson. Ça concerne aussi de la robotisation, qui n'est pas que de la digitalisation, mais de la robotisation ou cobotisation. Donc, on intègre de plus en plus, pour des raisons d'ergonomie, de travail et aussi de qualité, des robots assez sophistiqués qu'il faut programmer et mettre en œuvre. Évidemment, une recherche d'optimisation de la production à travers un traitement de la donnée, collecte de données et traitement de données de plus en plus évolué, et également des systèmes de maintenance. Maintenance automatisée, machine learning, on va en parler un petit peu plus tard, lié avec la supervision et les renseignements qu'on peut capter au moment de la production. Donc, tout ça, ça fait, comme je l'ai dit, un ensemble d'initiatives qu'il faut réussir à placer dans un ensemble qui soit cohérent. Donc, du coup, je prends la suite. Alors, ce qui est important de noter, c'est que la transformation digitale chez Terreal, mais
C'est ce qu'on note dans énormément d'entreprises. Évidemment, elle ne s'arrête pas uniquement aux usines, mais elle touche l'ensemble des fonctions d'une entreprise de plus en plus. Donc chez nous, sur la partie industrielle, on travaille en étroite collaboration, Martin et moi, et également avec le directeur industriel sur les différentes initiatives. Et ensuite, je travaille également en étroite collaboration avec toutes les directions métiers du groupe pour lancer des initiatives aussi variées que du BIM, donc c'est de la maquette numérique 3D, du DAM qui permet de stocker des fichiers médias et de les partager à travers tout le groupe dans le monde entier, des outils de gestion de projet, côté juridique de la signature électronique, côté ressources humaines, ce dont on entend beaucoup parler en ce moment, la digital workplace, mais également du e-learning. Côté vente, marketing, du CPQ un CPQ pour optimiser nos prix, configurateur, CRM, voilà. Et last but not least, comme on dit en anglais, et là je rejoins complètement ce que disait Patrick il y a quelques minutes, sur la partie système d'information, le risk of ignoring, où effectivement, qui dit transformation digitale, dit risque de piratage accru. On en a beaucoup entendu parler ces dernières semaines. Donc, renforcement de la cybersécurité, mais également travail à distance. Ça aussi, il y a eu un avant-crise et il y aura un après. Donc, le travail à distance, ça se généralise de plus en plus dans toutes les entreprises. Ça implique beaucoup de moyens à mettre en place, la gestion documentaire, etc. Donc, si on poursuit sur la transformation digitale et sur l'approche de cette transformation digitale, ce qu'on entend parfois, c'est que finalement, la transformation digitale, on la limite à la mise en place d'outils, de solutions, de soft, mais ça ne s'arrête pas là. La transformation digitale, évidemment, ça implique souvent la modernisation d'outils, la mise en place de nouveaux outils, de nouvelles solutions digitales. Donc ça, c'est effectivement un des piliers, mais ce n'est pas le seul. Si on met en place des outils, mais qu'on n'adapte pas l'organisation et le management, les outils ne seront pas adoptés, ça ne fonctionnera pas. Idem pour le facteur humain et donc la conduite du changement adapté et la formation. Et tout ça en tenant compte évidemment de la performance, parce que tous ces outils, aussi bons soient-ils, ont un coût. Et donc, on ne doit jamais perdre de vue pourquoi est-ce qu'on les met en place. On entend beaucoup, et j'ai beaucoup vu ça dans mes expériences précédentes, au démarrage de la transformation digitale il y a quelques années, la mise en place d'outils qui n'avaient absolument aucune justification, mais qui étaient mis en place plus par effet de mode qu'en tenant compte d'un véritable ROI, Return on Investment ou Risk of Ignoring. Bon, et finalement, on a effectivement la partie Data Analytics dont Martin a déjà parlé, donc voilà, je ne vais pas en parler. Oui, donc j'en profite pour rebondir sur l'exemple du Big Data et du Machine Learning et à travers lequel on peut très bien illustrer l'aspect systémique de la transformation digitale parce que déjà, ça commence par un retour aux conditions de base sur la Big Data et d'abord, il faut avoir des capteurs qui soient étalonnés et qui existent déjà. Et ensuite, il faut réussir à développer la culture de la data dans l'entreprise lorsqu'elle ne l'est pas. Et chez Terreal, ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut la développer à travers des formations et à travers une vraie conduite du changement pour passer de l'état, je dirais, artisanal et intuitif d'un opérateur qui a beaucoup d'expérience à une industrie qui est drivée, hein, je dirais, qui fait sa conduite de procédé à travers les retours d'expérience que ces données lui donnent. Et quand on entre, et ce qu'on est en train de faire dans un programme de Big Data, par exemple, tout de suite, on percute
sur le sujet de la traçabilité dont j'ai un peu parlé. Et j'en profite pour répondre à une question qui a été posée. Donc, effectivement, depuis la mouleuse qui extrude la terre cuite jusqu'à la sortie du four qui aura cuit les produits, il se passe de 48 à 72 heures. Hein, donc, avec des opérations plus ou moins discontinues. Hein. Et donc, un vrai challenge en termes de traçabilité. Et il faut réussir à relier les données entre elles pour pouvoir prétendre faire du big data et optimiser l'application en fonction des enseignements que les données vont nous donner. Donc, le portefeuille, ensuite, il doit être géré de façon extrêmement rigoureuse. Je vais laisser Alexis tout à l'heure en parler plus longuement, mais je veux juste mentionner 2-3 pièges, on va dire, qui nous attendent. Le premier, c'est qu'il y a, comme je l'ai dit avant, un mélange d'initiatives locales et de projets qui sont corporate. Donc, il faut réussir à insérer les initiatives locales dans un schéma qui soit cohérent. Et il faut également réussir à insérer les initiatives qui viendraient du central dans une unité de production qui a à la fois le besoin et la disponibilité pour le faire, ce qui n'est pas nécessairement très facile à trouver. Également, on est pris souvent par un certain nombre de sollicitations extérieures de la part de fournisseurs qui nous présentent des solutions à des problèmes qu'on ne s'est pas nécessairement posés correctement. Donc, il faut réussir à saisir les opportunités que nous présentent ces fournisseurs, mais à se les approprier et à les faire correspondre à des vrais problèmes et qu'il faudra hiérarchiser en termes de mise en œuvre de solutions. Donc, ça, c'est vraiment 2 aspects de la gestion de portefeuille de projet digital qui peuvent éventuellement poser des problèmes et voire faire capoter l'ensemble de la démarche. Donc, du coup, je rebondis justement exactement sur ce que tu disais, Martin, donc sur le dernier point, enfin le deuxième. Et effectivement, le risque à finalement s'appuyer uniquement ou majoritairement sur les initiatives de transformation digitale, industrielle ou autres qui sont proposées par les fournisseurs, c'est que finalement, on sort de la logique qui a toujours été la nôtre, qui est de se dire on met en place une solution parce qu'au départ, on a un besoin. Et donc, on sort de ce modèle-là et on en vient à mettre en place des solutions parce qu'on nous les propose. Et ça, je pense que c'est une des erreurs majeures parce que finalement, on se retrouve à mettre en place des solutions finalement et à créer des problèmes parfois là où il n'y en a pas ou en tout cas pas assez pour envisager un réel projet de transformation digitale. Donc ça, c'est le premier point. En ce qui concerne la gestion du portefeuille, donc effectivement, c'est clairement le nerf de la guerre dans tout programme de transformation digitale. Bon, ici, on n'a pas listé la totalité de nos projets. On n'a pas mis de nom, évidemment, pour des raisons de confidentialité, mais la liste est beaucoup plus importante. Et donc, toutes les fonctions sont impliquées. Donc, la première chose, le premier élément clé, c'est effectivement la phase d'avant-projet qui permet de bien définir le besoin. Et cette définition du besoin permet de se dire déjà, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à lancer le projet en question ou pas? Et ensuite, à partir du moment où on décide qu'il y a effectivement un intérêt, en faisant une analyse de ROI, de voir si effectivement ce projet va plutôt être un projet prioritaire, un projet moyen terme ou un projet long terme. En fonction de ça, on peut donc s'assurer que les ressources, comme le disait Martin précédemment, côté métier sont disponibles, parce qu'on peut toujours avoir les ressources côté digital ou côté prestataire
mais ne pas avoir les ressources disponibles côté métier. Et là, aussi intéressant le projet soit-il, malheureusement, on n'avancera pas et on va se retrouver à un point bloqué, ce qui arrive très souvent dans les programmes de transformation digitale. Donc, une fois qu'on a validé ces deux aspects-là, donc l'aspect ROI et l'aspect ressources, on peut faire passer le projet en comité projet. Donc, c'est un comité qui permet de rebalayer avec les directions concernées le portefeuille de projet et donc de valider le passage de la gate 0, donc qui est l'avant-projet, à la gate 1, qui est donc la phase de conception. Et là, on rentre dans un processus finalement assez classique où on s'assure encore une fois que les ressources métiers sont disponibles, les ressources IT, le budget. Et donc là, on avance voilà, dans un processus classique, conception, puis ensuite test, recette, mise en production, et sans évidemment oublier l'accompagnement des utilisateurs. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, à savoir la formation et la conduite du changement. Il n'est pas rare de voir dans des programmes de transformation digitale des outils du meilleur niveau qui sont mis en place dans des entreprises, mais sans qu'il y ait un accompagnement et une conduite du changement suffisante ou assez efficace, et aboutir à la fin à un échec sans comprendre pourquoi. Parce que finalement, on dit, bah voilà, on a mis le meilleur outil et on ne comprend pas, l'outil n'est pas utilisé ou très peu. Et c'est généralement parce qu'il y a un défaut de conduite du changement et de formation. Voilà pour le témoignage, je pense, de Téréal. Il me semble que c'était le dernier slide. Donc, je laisse la parole à nos amis de SILAD, je crois. Oui. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont passées en… Il y avait une question pour Alexis, il y a une question qui t'avait été posée s'il y avait une ressource dédiée pour agir en appui sur les sites là où il y a des projets. Alors, non, ressources dédiées, non, mais c'est une très bonne question. C'est une discussion qu'on a eue sur la partie industrielle pas plus tard que lundi dernier avec le directeur industriel, où on a décidé de mettre en place un réseau de référents locaux. L'idée n'étant évidemment pas de demander à ces personnes voilà, d'être dédiées au digital et à l'innovation, mais plus d'avoir un premier niveau de réponse, d'arriver à collecter des besoins et de nous permettre plus facilement d'identifier et de collecter effectivement les besoins qui pourraient remonter du terrain. Parce que ça, c'est effectivement un aspect qui n'est pas toujours évident, c'est d'arriver à éviter ce qu'on appelle le shadow IT, le shadow digital, qui sont donc le lancement d'initiatives locales, mais sans concertation avec les directions métiers. Et donc, on s'expose au risque de voilà, cybersécurité, etc. Et donc, l'objectif, c'est vraiment qu'on arrive à avoir une vision d'ensemble des besoins, parce que souvent, un besoin qui va provenir d'une usine peut tout à fait ensuite être élargi à d'autres usines. Et donc, c'est dommage voilà, d'avoir des initiatives uniquement locales. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez poser donc à nos intervenants, donc que ce soit l'entreprise SILAD, que ce soit SILAD, pardon, le partenaire, que ce soit Téréal ou même l'agence ADOC qui peut vous répondre sur un certain nombre de questions concernant le programme Industrie du futur? Il y a une question qui m'est adressée, je crois. Oui. Donc, Martin Piot, je suis le directeur de la technologie et innovation chez Téréal. Technologie, innovation chez Téréal, ça couvre presque tous les domaines qui sont un peu techniques, mais qui ne sont pas liés directement à la production. C'est-à-dire, on fait de la prospection géologique, on achète du foncier, on prépare les permis d'exploiter pour les carrières.
On apporte une assistance procédé aux usines et une innovation procédé. On développe les produits, on gère le processus de certification des produits et des systèmes et on a une équipe engineering pour accompagner les usines dans leurs gros projets d'engineering. Et donc, à la fois une activité en support aux usines et en innovation. Moi, j'avais peut-être une question éventuellement à vous poser. Est-ce que, au niveau de la crise Covid qu'on vient de subir et qu'on est en train de subir encore, quels ont été les impacts majeurs sur votre activité? Est-ce que vous en avez eu beaucoup? Est-ce que vous avez pu continuer à faire votre activité, à produire? Voilà, quelles ont été les problématiques les plus criantes que vous avez rencontrées? Oui, alors, je peux peut-être commencer sur la partie digitale. L'impact, en fait, il a été forcément très important au début, puisque, comme beaucoup d'entreprises, on a dû mettre en place le télétravail. C'était une pratique qui existait, mais qui n'était, disons, pas généralisée. Donc, d'un point de vue purement technique, il a fallu mettre en place le réseau qui va bien, le VPN qui existait, mais qu'il a fallu généraliser, donner des PC à ceux qui n'en avaient pas, etc. Donc, ça c'était vraiment le point très pratique, mais qu'il a fallu mettre en place en 48 heures. Donc, voilà, ça représente chez nous une centaine de PC disponibles et configurés en 48 heures. Et après, effectivement, sur la partie production, voilà, je pense qu'on s'est posé, enfin, Martin peut peut-être rebondir là-dessus, mais on s'est posé pas mal de questions et on a essayé d'avancer comme on pouvait. Sur la partie production, d'abord, il y a une activité qui a dû se mettre en place de façon assez rapide en termes d'achat. Tous les achats de masques, de gel hydroalcoolique, de toutes les précautions qu'il fallait préparer en vue du redémarrage des usines. Donc, les usines ont été arrêtées de façon dans l'urgence. Et ensuite, il fallait déjà commencer à préparer le redémarrage en conditions sanitaires sécuritaires. Et donc, les achats ont dû sortir des sentiers battus pour trouver tous les contacts qu'ils n'avaient pas ou qui étaient plus valables pour réussir à acheter des choses qui n'étaient pas disponibles sur le marché. Et donc, ça a été une grosse activité qui a été mise en place immédiatement et qui a pris un certain nombre de semaines. Et ensuite, on a suivi notre marché, c'est-à-dire qu'on avait des stocks. Le département logistique n'a presque pas arrêté. Donc, on a vidé les stocks des produits qu'on avait et dès qu'on tombait en bas de nos stocks de sécurité et que les conditions sanitaires étaient réunies pour redémarrer une usine, bien, on préparait le redémarrage. Et graduellement, on a réussi à suivre nos clients, autant les artisans, les entreprises que les distributeurs, dans leur reprise. En parallèle, il a fallu réussir à préserver un maximum de cash, c'est-à-dire qu'à réduire les dépenses un maximum dans l'éventualité où un certain nombre de clients ne réussiraient pas à payer les factures ou dans l'éventualité où la construction ne redémarrerait pas comme elle aurait démarré. Et il fallait quand même maintenir, malgré les efforts de transformation, de préservation de cash, toutes les activités qui permettaient le rebond ou qui, si elles étaient arrêtées, mettraient en péril l'avenir à moyen terme. Donc, tout ça, ça a été relativement bien orchestré à travers, comme le disait Alexis, un système digital qui était déjà en place et des moyens de communication, télétravail, qui étaient assez performants. Je profite que j'ai la parole pour répondre à une autre question que j'ai vu circuler. Donc, où est-ce qu'on en est dans la transformation digitale et l'industrie du futur? En fait, on est à l'étape, je dirais, et je vais laisser Alexis me corriger s'il le désire, on est à l'étape de construction du portefeuille, c'est-à-dire que les initiatives, il y en a un certain nombre qui existent. Elles sont assez nombreuses et elles forment un ensemble assez cohérent. Et aujourd'hui, on est, ou hier, on était en train de se chercher comment tout ça, on l'orchestre pour être plus efficace et ne pas limiter le nombre de sujets qui vont éventuellement tomber dans un cul-de-sac ou ne pourront pas être déployés correctement. Donc, on est vraiment en train de structurer notre portefeuille d'activités qu'on envisage lancer ou qui sont déjà lancées. Malheureusement,
si on l'avait eu fait plus tôt, cette structuration-là, peut-être qu'on aurait évité un certain nombre de projets qui, aujourd'hui, on est en train de recommencer parce qu'ils n'ont pas été menés correctement, par exemple, à travers des démarches de conduite du changement qu'il aurait fallu mener en amont. Oui, non, mais non, tout à fait d'accord avec toi. Il y a pas de. Bon, voilà, je peux juste ajouter que à nouveau, cette démarche, c'est vraiment la démarche qui va nous permettre de ne pas passer à côté d'opportunités de type risk of ignoring. Parce que je pense que si on s'en tient uniquement aux projets qui arrivent, aux idées qui arrivent à droite, à gauche, il y en a toujours, il y en a plein et elles sont très bonnes. Donc ça, ce n'est pas un sujet. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est plus de passer à côté de la nouvelle techno, voilà, de l'innovation digitale ou pas digitale d'ailleurs, parce que voilà, on n'aura pas un suivi assez précis de notre portefeuille et de ce qu'il y a dedans. Voilà. Alexis, je ne sais pas si tu vois les questions apparaître, mais il y a une question qui s'adresse à toi sur quelle est la relation fournisseur dans le cadre des projets de digitalisation? Alors oui, effectivement. J'imagine fournisseur et client. Alors dans le cas de projet 1, alors non, nous, la majorité des projets digitaux, ce n'est pas un cycle en V. On est en méthode agile dès qu'on peut. Voilà. Alors qu'on ne peut pas, on ne le fait pas, mais dès qu'on peut, on est en méthode agile avec nos prestataires externes. Et ensuite, donc je lis le reste de la question. Ensuite, sur le reste, la relation la relation avec nos fournisseurs, elle est voilà, tout dépend des fournisseurs. On a vraiment des fournisseurs qui viennent de tous les horizons, aussi bien des prestataires purement digitaux que des prestataires informatiques, que des prestataires industriels, etc. Donc, pour moi, le maître mot d'une transformation digitale réussie, c'est quand même l'agilité. Je crois que Patrick le mentionnait en début de webinaire. C'est vraiment essentiel. C'est très compliqué de dire on va mettre en place un type de relation fournisseur et finalement, ce type de relation, on va l'appliquer à tous les fournisseurs, tout simplement parce qu'il y a des gros fournisseurs, il y a des petits, il y en a qui sont en France, il y en a qui ne sont pas en France, etc., etc. Donc, on essaie vraiment de s'adapter voilà, et d'être plus dans du co-développement ou de la co-construction avec nos fournisseurs qu'une relation très top-down, voilà, comme on le voyait plus classiquement avant. En termes logistiques, on est organisé. En fait, presque chaque usine est une mini-plateforme logistique. Donc, il y a des transferts internes qu'on fait d'une usine sur l'autre pour être capable de livrer des camions pleins de produits qui ne sont pas nécessairement fabriqués dans l'usine de départ. Donc, il y a plusieurs petites plateformes, on dirait, qui sont en fait les parcs de stockage de nos usines pour gérer la logistique. Il y a d'autres questions qui ne s'adressent pas à nous. Mais... Il y a une question, peut-être Stéphane, tu peux y répondre. L'entreprise comptée et voilà, c'est réservé cet accompagnement. Effectivement, sur le nombre d'entreprises qu'on souhaite accompagner sur les 3 ans, c'est 400 entreprises. Donc, c'est un chiffre ambitieux. Et sur les tailles des entreprises, c'est vrai qu'on a un exemple aujourd'hui d'une entreprise de taille intermédiaire, mais la cible naturelle de la région est bien évidemment les PME et TPE. Donc, c'est vraiment ouvert à toute taille d'entreprise, de 1 salarié à 5 000 salariés. D'accord. Alors, il y a une autre question sur la vous parlez d'agilité, qu'en est-il de compétitivité du résultat? Alors, quand je parle d'agilité, moi, je parle plus d'agilité aujourd'hui en termes de relations avec nos fournisseurs, de gestion de nos projets digitaux, etc. Donc, estimer aujourd'hui un gain de compétitivité, c'est assez difficile, je dirais. Pour ce qui est du résultat, là, c'est quand même beaucoup plus simple. L'agilité aujourd'hui, enfin la méthode agile, bon, qui a un nom un peu pompeux, enfin qu'on entend partout, c'est assez simple et c'est pas mal de bon sens finalement. Ça consiste à dire que
plutôt que de lancer un projet, d'avoir pendant 6 mois des développeurs qui vont travailler sur le projet, qui vont livrer quelque chose au bout de 6 mois avec ce qu'on appelle un effet tunnel, où on ne saura pas ce qui s'est passé pendant les 6 mois. On travaille avec tous les 15 jours ou 3 semaines. On présente à la direction métier une version 0, puis une version 0.1, 0.2 de l'avancement du projet, ce qui permet de corriger le tir au fur et à mesure du projet. Donc, le résultat à la fin, c'est qu'on a dans la quasi-totalité de nos projets une solution qui répond à un besoin de l'utilisateur. On ne se retrouve pas avec un gap entre finalement ce qui avait été demandé au départ et une solution qui est complètement décorrélée du besoin initial. Voilà. Donc ça, c'est le principal avantage, en tout cas que nous on note, mais qui est assez général de cette méthode. Avec la possibilité de résultats intermédiaires et pas qu'un résultat final. Donc, on peut avoir les résultats intermédiaires plus rapidement, en fait. Bien. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour des questions qui étaient posées via l'onglet Converser. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions donc à nous les faire parvenir. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir l'ensemble de la présentation qui va vous être adressée par mail. Ce webinaire, donc, comme les autres webinaires qu'on organise à la CCI Occitanie, sont disponibles en replay sur notre chaîne YouTube. On vous enverra le lien dès que le webinaire y sera, donc incessamment sous peu. Vous aurez aussi les coordonnées mail de l'ensemble des intervenants, donc n'hésitez pas à les contacter, ils vous répondront. Alors, j'en profite pour vous rappeler quand même que donc, ce webinaire était organisé dans le cadre du programme Industrie du futur. Donc, Stéphane tout à l'heure en a parlé, il y a 7 prestataires, dont Silad, qui vont faire un webinaire. Donc Silad, c'était aujourd'hui. La semaine dernière, on avait OPO. Donc la semaine prochaine, nous avons un webinaire sur les bonnes pratiques de management en situation de rupture, donc animé par le prestataire TopTech, avec une entreprise de l'aéronautique ariégeoise Recaero. Donc c'est le mercredi 24 juin de 14h à 15h. Ensuite, le jeudi 2 juillet, donc de 14h à 15h aussi, on aura un webinaire qui est organisé par l'AFNOR avec l'entreprise Bosch de Rodez, enfin de l'Aveyron, sur la transformation technologique des gisements de compétitivité à la portée des PME. Comment vous engager dès maintenant et réussir votre projet. Ensuite, nous allons avoir une série de webinaires au mois de juillet, donc avec les autres prestataires et d'autres entreprises qui feront un retour d'expérience. Toujours un retour d'expérience donc sur le sujet industrie du futur, mais également sur la partie rebond et résilience, comme voilà, comment ces entreprises ont pu passer la crise, et notamment grâce aux investissements réalisés dans le cadre de ce programme Industrie du futur. Voilà, donc je vous remercie, je remercie tous les intervenants, et puis donc je vous souhaite une très bonne journée à toutes et tous. Merci beaucoup, bonne journée.